Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un document assez fascinant. Il propose une théorie bien particulière sur l'évolution de l'intelligence, en partant des tout premiers animaux pour arriver bien sûr jusqu'à l'homme moderne. Alors pour commencer, il faut qu'on se mette d'accord sur un point essentiel. Comment est-ce qu'on mesure l'intelligence? Le document qu'on analyse s'appuie sur un outil bien précis. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle le quotient d'encéphalisation, le QE. L'idée est assez simple en fait. On compare la taille réelle du cerveau d'un animal à la taille qu'on attendrait pour un animal de sa corpulence. Si le QE est de 1, eh bien ça veut dire que le cerveau a la taille normale pour son corps. S'il est plus grand, le QE est supérieur à 1 et inversement. Bon, maintenant qu'on a notre outil de mesure, voyons la première grande idée du document. Selon l'auteur, l'intelligence n'est pas apparue par hasard. Non, elle serait le résultat d'une sorte de course à l'armement, une compétition acharnée qui a duré des millions d'années. Et cette course, c'est une course à l'armement cognitif, comme le dit la source. Imaginez un peu, les prédateurs deviennent plus malins pour chasser. Du coup, les proies qui survivent sont, les plus malignes aussi, celles qui arrivent à s'échapper. Et ça continue, dans une boucle sans fin où chaque camp pousse l'autre à devenir plus intelligent. C'est un cercle vertueux, si on peut dire. Ok, et cette idée de course à l'armement, est-ce qu'on peut la voir dans les faits? Eh bien, regardons les chiffres présentés dans le document. Cette chronologie montre l'évolution du QE, et ce qui saute aux yeux, c'est que ça n'est pas du tout linéaire. C'est une accélération, une véritable explosion. Alors, décomposons un peu cette chronologie pour bien comprendre. Le point de départ, selon les données de la source, c'est ça, 0,05. C'est le QE moyen pour les poissons et les reptiles. On part de très très bas. Ensuite, premier grand saut. Avec l'arrivée des mammifères, toujours selon la source, on fait un bond spectaculaire. Le QE moyen grimpe à 0,75. On a multiplié la mise par plus de 10. C'est déjà énorme. Mais là où tout bascule, c'est avec nos propres ancêtres, la lignée des hominidés. Prenez l'Homo habilis. Son QE, d'après les calculs du document, atteint 5,30. Là, on ne parle plus d'un bond, mais d'une explosion. La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le document propose une explication bien précise. Alors, comment la source explique-t-elle cette incroyable accélération chez nos ancêtres? La réponse qu'elle avance tient en un mot, ou presque, l'environnement. Un changement d'environnement, radical. Le grand bouleversement, ce serait le passage de la forêt à la savane. D'un coup, les règles du jeu changent. Il faut survivre en terrain découvert. Et ça, selon l'argumentaire, a poussé à des adaptations cruciales. D'abord, se tenir debout, le bipédalisme, pour voir plus loin et surtout pour libérer les mains. Et avec des mains libres, que peut-on faire? Eh bien, on peut commencer à fabriquer et à utiliser des outils. C'est une révolution. Mais un cerveau plus gros, ça a un coût. Ça consomme énormément d'énergie. Alors comment le financer? La source met en avant un autre facteur clé, le régime alimentaire. L'accès à la viande, même par le charognage au début, aurait apporté les protéines et les calories indispensables. C'est un peu le carburant qui a permis à ce moteur cérébral de grossir. On arrive maintenant à la partie peut-être la plus audacieuse de la théorie développée dans ce document. L'auteur ne s'arrête pas à la savane. Il propose un lien entre l'évolution plus récente de l'intelligence, chez Homo sapiens, et un autre facteur environnemental majeur, le climat. Et pour bien comprendre cette idée, rien de mieux qu'une citation directe du texte. La voici. Elle dit en substance que le véritable test, le plus grand défi intellectuel de notre histoire, ça a été de quitter la chaleur de l'Afrique pour affronter le froid de l'Europe et de l'Asie. C'est l'hypothèse centrale de cette partie. Pour appuyer cette thèse, l'auteur présente ce tableau. Attention, il est important de noter que les catégories utilisées ici sont celles de la source. Le tableau met en parallèle trois choses. La température hivernale moyenne, la taille moyenne du cerveau et des scores de QI pour différentes populations qu'il a répertoriées. L'idée est de montrer une corrélation entre ces trois variables. Et cette carte, tirée elle aussi du document, vient en quelque sorte synthétiser toute la théorie. On y voit un arbre évolutif qui, selon l'auteur, relie les grandes migrations humaines, les pressions environnementales de chaque région et les divergences qu'on a vues dans le tableau juste avant. C'est la vision d'ensemble du modèle proposé. Alors, si on devait résumer toute l'argumentation de cette source en une seule phrase, quelle serait-elle? C'est simple, l'environnement est le moteur principal. C'est l'idée force qui traverse tout le texte du début à la fin. Mais pourquoi un environnement froid serait-il plus exigeant cognitivement? Le document oppose deux modèles. D'un côté, les climats stables, tropicaux, où la nourriture est plus ou moins disponible toute l'année. De l'autre, les climats froids, avec des hivers rudes.
Là, il faut chasser, stocker, fabriquer des vêtements complexes, construire des abris solides. Bref, la survie dépend entièrement de la capacité à planifier, à anticiper. Pour être encore plus précis, la source identifie 5 défis majeurs posés par les climats froids. Primo, trouver de la nourriture végétale est un casse-tête. Secondo, il faut chasser de gros animaux, ce qui est dangereux et complexe. Tertio, cela exige des outils bien plus sophistiqués. Quatrièmement, il faut se protéger du froid, donc créer vêtements et abris. Et enfin, cinquièmement, il faut apprendre à conserver la nourriture pour survivre à l'hiver. Selon l'auteur, ce sont ces problèmes concrets qui auraient favorisé la sélection d'une plus grande intelligence. Finalement, tout le raisonnement de ce document, de la course à l'armement entre proies et prédateurs jusqu'à l'impact des climats froids, nous ramène à une seule et même question. Une question fondamentale. C'est celle qui s'affiche maintenant. À quel point est-ce que notre environnement, notre milieu, façonne non seulement notre culture, mais notre biologie même, ce que nous sommes ?